Épisode numéro 68 du podcast de Passion MLB. Bonjour à tous, à ceux qui nous écoutent en live mercredi soir 20h sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, ou à ceux qui nous écoutent dans un format podcast plus traditionnel. Je vous dis bonjour et je vous remercie d'être là semaine après semaine. Charles-Alexis Brisebois à l'animation. À mes côtés, Sébastien Berroir. Comment vas-tu? J'ai failli pas être là. Après avoir regardé le début de match des Yankees, je me suis dit, ça vaut-tu vraiment la peine? Quelle catastrophe! Fait que toi, tu bases souvent comment ça va sur genre les Yankees. Pas comment les Yankees vont. Est-ce que les Yankees vont bien? Là, oui, c'est ça. Ça part de là. Ça va bien, hein? Tu vois, déjà, Jean-Michel, là, c'est parti. Là. Sébastien présent, pas en dépression, vu les Pas performances. loin, mais je suis là. C'est ça. Ça Et se de peut l'autre que côté. je suis en plein milieu, je ne le sais pas encore. Là. Ça, c'est des choses qui arrivent. Là. Au C'est pire, moi ça. et Pascal, on gérera ça parce que à nos côtés, Pascal Harvey qui nous rejoint cette semaine. Mon cher Pascal, comment vas-tu? Ça va bien. Assurément mieux que Sébastien, là, pour différentes raisons. Mais oui, ça va bien. Puis merci de m'avoir invité pour être parmi vous, messieurs. Ça fait très plaisir. Toujours un bonheur de parler de baseball avec toi semaine après semaine. Les gars, on a commencé à en parler, là, les Blue Jays qui mènent 7-0 présentement. Fait que Sébastien, allons-y directement dans le bloc des Blue Jays. OK, Blue Jays, let's play ball. Donc, pour ceux qui nous écoutent en live, il est 20h03 le mercredi. Les Yankees et les Blue Jays ont commencé un match il y a 1 heure à peu près. Et Pascal, c'est toute une volée que les Blue Jays sont en train de sacrer aux Yankees, là, carrément. Écoute, le match d'aujourd'hui ne sera pas terminé au moment où on va finir le podcast, mais je suis assez confiant de dire que les chances que les Blue Jays aillent chercher un troisième gain dans cette série-là sont assez bonnes. Et ce gain-là, Pascal, ferait en sorte qu'il y aurait une égalité avec les Yankees au niveau du classement victoire-défaite, mais le prix d'égalité appartient aux Blue Jays. Donc, écoute, à la surprise d'un peu tout le monde, en ce 2 juillet, en fin de soirée, les Blue Jays pourraient prendre de la tête la division. Je vais paraphraser Bernard de Rome si la tendance se maintient. Oui. C'est pas mal ce qui va arriver. Mais elle va se maintenir, Pascal. Ça va se maintenir, mais j'ai appris quelque chose aujourd'hui, le 2 juillet, c'est que la fête du Canada dure 2 jours à Toronto. Je ne savais pas que c'était le cas. Hier, on a vu ce que ça a donné avec les uniformes rouges et Monsieur Canada, Mr. Canada, George Springer lui-même, ça se poursuit, les festivités se poursuivent. On a enlevé le rouge, mais on a maintenu la cadence. Puis oui, si la tendance se maintient, on va avoir les Jays qui vont être bien positionnés après le match. Puis c'est une série de 4 matchs, il ne faut pas l'oublier non plus. Hein. Même si les Yankees, mettons, l'emportent le lendemain, Sébastien, si tu vas chercher quand même 3 matchs sur 4, ou je regarde la casquette sur ta tête, je vais adapter. Si tu échappes 3 matchs sur 4 dans cette série-là, ça change la donne. Les Yankees devaient viser, oui, une victoire dans la série, mais au moins une série neutre pour dire, OK, au moins on reste à 3 matchs, c'est ça. Les Blue Jays devaient viser la victoire, les Yankees pouvaient viser un petit peu moins, mais là, de la façon dont ça s'enligne, les Blue Jays sont arrivés beaucoup plus affamés que l'ont été leurs rivaux du Bronx. Oui, exactement. Puis on est dans le bloc sur les Blue Jays, fait qu'on va s'attarder un petit peu plus sur les Jays. Il faut leur rendre crédit parce que, oui, les Yankees ne jouent pas de l'excellent baseball par les temps qui courent. Par contre, il faut saisir cette occasion-là. On le sait, les Jays, souvent, vont y aller par séquence. Ça peut être une équipe qui est très erratique à certains moments, mais ça n'a pas été le cas dans cette série-là. Puis Pascal, tu parles de festivités qui se poursuivent. Je pense qu'ils ont commencé la veille, le 30 juin. Dès le premier match, on a donné le ton. Donc, les Jays jouent du bon baseball, à quelques exceptions près. Il y a eu quelques mauvais jeux dans ces matchs-là, mais quand même, on joue du meilleur baseball que les Yankees. C'est ce qui fait que présentement, on les domine sur le terrain. On va y revenir sur les Yankees dans le prochain bloc, mais il faut saisir cette occasion-là quand une équipe ne joue pas bien. Il faut en profiter. Les Jays le font bien. Avec comme résultat, ce qu'on va avoir ce soir, la tête de la division. Qui aurait pu prédire ça en début de saison? On n'aurait pas pu le prédire avant la saison. Puis même quand la saison s'est amorcée, ça s'est comme poursuivi dans ce qu'on pensait qu'il allait arriver. Ça n'allait pas très bien. On ne jouait pas du bon baseball. Mais depuis quelques semaines, là, ce que les Jays sont en train de faire, c'est vraiment extraordinaire.
C'est toute une tendance sur laquelle, justement, les Blue Jays sont en train de se lancer. Pascal, Sébastien vient de le dire, on ne s'attendait pas nécessairement à ça. On y a cru à Toronto, par exemple, parce que c'était ça le plan depuis l'an passé, de prendre un petit pas de recul pour être en mesure d'en faire 2, 3, 4, 5 en avant pour l'année suivante. Et là, les Blue Jays se placent dans une position où mais ça va bien contre les Yankees. Il y a des adversaires un petit peu plus faciles avant la pause du match des étoiles. Évidemment, ça ne veut rien dire, il ne faut rien prendre à la légère, mais ce n'est pas impossible que ce club-là soit en très, très bonne position au moment d'arriver à la fin du mois de juillet, qui, comme on le sait, c'est un moment très crucial, Pascal, c'est la date limite des transactions. Ben, c'est la date limite des transactions, puis ça va donner le ton à savoir qu'est-ce qu'on va faire à Toronto. Est-ce qu'on va être des vendeurs, est-ce qu'on va être des acheteurs? Clairement, on va être des acheteurs là, si la tendance se maintient. Ben oui, puis, si les Jays l'emportent ce soir, je pense que ça va être 6 victoires en 7 matchs. Sébastien, tu parles de séquence. Il n'y a pas si longtemps, on parle d'adversaires redoutables ou pas. Il n'y a pas si longtemps, on a perdu une série contre les White Sox. Fait que c'est de là l'importance de capitaliser sur les faiblesses des adversaires qu'on affronte. Puis cette année, contrairement à d'autres saisons, on capitalise sur la faiblesse de la division. Parce qu'à part les Yankees, depuis le début de la saison, qui ont maintenu un certain niveau de performance, les autres équipes dans l'Est, les Orioles, on n'en parle pas. Les Red Sox sont hyper décevants parce qu'on les voyait beaucoup plus haut au classement. Les Rays sont les Rays. On va voir qu'est-ce que ça va donner d'ici la date limite. Mais là, actuellement, l'équipe qui profite le plus des largesses et des faiblesses des autres, c'est les Jays. Assurément. Puis c'est même pas proche de la façon dont il joue en plus en ce moment, Sébastien. Et moi, j'ai un petit indice aussi pourquoi ça peut peut-être bien aller. Là. Addison Barger joue souvent. Je sais pas pourquoi. Ça doit être un hasard. Moi, je pense que c'est un hasard. Moi, je crois beaucoup, beaucoup au hasard, surtout dans des situations où les chiffres sont devant toi, mais que tu peux juste les écarter parce que. Oh oui, c'est ça. Il n'y a aucun lien entre les deux situations. Là. C'est seulement un hasard. Mais tu sais, on le dit depuis plusieurs semaines, ce gars-là doit jouer à tous les jours, qui affronte des gauchers, des droitiers, des lanceurs ambidex, peu importe qui est sur la butte, il doit être dans l'alignement partant, de préférence au troisième coussin. Si ce n'est pas le cas, bien, au moins, il doit être dans cet alignement de frappeur-là. Donc là, présentement, c'est le cas. Et ça rapporte des dividendes. Ce coup de bâton-là, tu en as besoin dans le haut de ton line-up. Tu n'as pas le choix. Parce que le reste de cet alignement-là est quand même mince. Là, ça fait le travail. Alejandro Kirk fait le travail. George Springer fait le travail. Par contre, ça ne veut pas dire que ça va se poursuivre. Tu dois donner le ton dans le haut de ce line-up-là. Présentement, Barger le fait. Bichette le fait. Vladimir, ça va beaucoup mieux par les temps qui courent. Avait connu on peut dire un début de saison ordinaire selon ses standards, mais ça se replace. Donc, vraiment, tout est en train de prendre place tranquillement à Toronto. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais pour le moment, on doit surfer sur cette vague-là, se rendre à la date limite des transactions, puis faire les acquisitions nécessaires pour se rendre plus loin. Puis c'est sûr, Pascal, que si une équipe, comme Jean-Michel l'a dit, les Jays courent sont ultra attentifs sur les buts comparés à l'autre équipe. Le diable est dans les détails aussi au baseball. Si tu fais les petits détails dont tu as besoin, tu regardes des clubs qui ont de la misère défensivement et qui vont toujours donner des manches de 4-5 retraits, c'est sûr que ça finit par te tirer dans le pied. Fait que même si on a beau trouver que les Blue Jays mettent peut-être beaucoup peut-être un peu trop d'attention à leur jeu défensif. Là. Je pense notamment à les payer 100 millions de dollars pour un deuxième but qui ne frappe pas. Là. Mais il en demeure pas moins que la recette en ce moment fonctionne. Puis un gars comme Jimenez, caché dans le bas de l'alignement et qui stabilise l'avant-champ, écoute, il paraît pas mal en ce moment. Fait que, c'est ces petits détails-là présentement qui font la différence pour les Blue Jays. De la petite balle, hein, ça se joue une manche à la fois, un frappeur à la fois, une présence à la fois. Puis les Jays sur les sentiers, ça n'a pas toujours été reconnu comme étant l'exemple à suivre. Là. C'est là qu'on disait même, Schneider, qu'est-ce qu'il fait? Il dort au gaz, il n'est pas capable d'enseigner ces facettes-là. Je pense qu'on a mis l'emphase là-dessus, à défaut d'aller chercher beaucoup d'offensives au cours de la saison morte. On a mis l'emphase peut-être sur ces détails-là en rentrant des gars dans l'alignement qui sont capables d'être attentifs sur les sentiers. Tu sais, Vladimir, là, ça va y arriver à être encore dans la Lune. Là. Mais s'il est dans la Lune, s'il se fait prendre une fois sur les sentiers, tout ce qu'il peut apporter à cette équipe-là, on va l'oublier rapidement. Mais si des joueurs moyens se font prendre sur les sentiers ou courent mal sur une présence, ça fait beaucoup plus mal. Cette saison, c'est moins le cas. C'est d'autres qui le font à leur place, d'autres équipes. Mais n'empêche que c'est là qu'on voit l'importance de la petite balle. Une manche à la fois, un frappeur à la fois. Puis cette année, les Blue Jays, ils jouent bien cette facette-là.
Vas-y, Sébastien, tu voulais dire Non, quelque j'allais chose? juste dire, là, attachez vos tucs. Je vais dire quelque chose que j'ai jamais dit par le passé, Oh. mais c'est quand même imputable à John Schneider ce qui se passe présentement. Au moins une partie. Tu sais, John Schneider a beaucoup, beaucoup de tort. À tout le moins, il y en a beaucoup eu par le passé. Mais présentement, d'avoir ces joueurs concentrés, d'avoir ces joueurs qui font le travail, de jouer cette petite balle-là que tu mentionnes, Pascal, ça vient entre autres de John Schneider. Puis je trouve que dans les derniers mois, on a un meilleur gérant à Toronto qu'on l'a eu dans les dernières années. Pourtant, c'est le même gars, mais j'ai l'impression qu'il fait les choses différemment. On dit que la folie, c'est toujours faire la même chose pour s'attendre à un résultat différent. Il a changé certaines choses dans cette équipe-là cette année, puis on voit les résultats jusqu'à maintenant. Là, il va falloir poursuivre, mais au moins, on voit qu'il y a un changement et qu'on s'en va dans la bonne direction. J'aimerais m'excuser à tout le monde parce qu'on teste un système d'intelligence artificielle pour remplacer Sébastien. Ça a pendant 10 minutes et là, visiblement, il y a une faille dans Fait que finalement, l'intelligence artificielle n'est pas tout à fait au point. Là. On a eu un petit glitch. Là. C'est ça. Il manque. Il y a un petit détail. On va faire un petit tune-up quand l'émission va être terminée. Mais une chose est certaine, on regarde le tape. Oui, c'est ça. Oui. Mais c'est vrai, Sébastien, parce que tu as beau aller chercher tous les joueurs autonomes de l'univers, mais si ta philosophie reste la même, ben oui, la folie va toujours perdurer. Mais on dirait que cette année, la folie est moins évidente à Toronto. Puis on se contente de ce qu'on a, puis on n'essaye pas d'aller décrocher la Lune quand on sait très bien qu'on n'a peut-être pas les éléments pour la décrocher. Mais si on fait les séries, ben attendez-vous à ce que cette concentration-là, puis cette petite balle-là peut continuer de faire du chemin. Là. Oui, puis si on avait continué dans la même veine que l'an dernier, on aurait les mêmes résultats présentement, puis on serait 4e ou 5e de la division. C'est ce qui fait que là, on va tomber en tête de la division, c'est entre autres ce changement-là, parce que, oui, il y a eu quelques changements dans l'alignement, mais ce qui a fait vraiment une différence, c'est les changements qu'on a apportés dans cette philosophie. Mais Charles, ce que Sébastien dit, les Brewers de Milwaukee, au fil des années, c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont maintenus en tête avec pas grand-chose dans leur alignement. Les Guardians de Cleveland, ça a été un peu la même recette. Peut-être que Schneider il a compris qu'il y a des modèles à exploiter ailleurs qui ne sont pas les Yankees, qui ne sont pas les Dodgers, qui ne sont pas les Padres, mais il y a d'autres fonctionnements qui ont fait leur preuve. Puis je pense que les Brewers et les Guardians en sont 2 exemples. Ben oui, assurément. Tu peux rajouter un club comme les Rays. Il faut que tu ailles chercher. Faut que tu ailles chercher le meilleur de tous. Puis les Blue Jays sont dans cette position-là parce qu'ils peuvent jouer comme les Guardians de Cleveland s'ils veulent, mais ils peuvent jouer comme les Yankees aussi. Parce que, OK, les gars ne veulent pas signer, mais ils ont les moyens quand même d'aller chercher des joueurs. Ils ont des moyens de faire une transaction. Là, je dis quelque chose qui n'arrivera définitivement pas parce que les Jays n'ont pas de problème au 3e but, mais ils pourraient aller chercher Nolan Arenado s'ils voulaient. C'est le genre de truc que les Blue Jays peuvent faire. Donc, tu peux combiner le meilleur des deux mondes, justement, mais sans oublier la petite balle aussi là, qui prévaut. Puis, écoute, il y a une couple de semaines, Pascal, j'écoutais les Blue Jays à Sportsnet. Et je pense que c'est Joe Siddall, je me trompe peut-être. Il a dit une phrase que j'ai trouvée bien drôle. Puis, drôle parce que c'est comique, mais parce qu'elle est vraie aussi. Il dit, moi, j'appelle pas ça de la petite balle. J'appelle ça du baseball. C'est exactement ça. Puis pour ajouter à ça, je pense que c'est dans le match d'hier, un jeu de routine. C'est pas seulement sur les sentiers, c'est pas seulement offensivement. Un ballon au champ centre, Myles Straw le capte. On a un coureur au premier, au deuxième. Aaron Judge part du deuxième vers le troisième. Myles Straw lance pas au troisième. Il lance au deuxième pour pas que le coureur du premier avance au deuxième puis qu'on ait 2 coureurs en position de marquer. C'est des petites choses avec des gars qui sont concentrés qui font la différence dans les matchs. Puis Myles Straw, il n'a pas le choix de l'être. C'est sa job. Mais justement, c'est pour ça que ça en prend des gars comme ça. Puis c'est un bon exemple parce qu'on riait de cette transaction-là, puis il est encore un peu stupide dans les faits. Là. Mais Myles Straw a son utilité, Sébastien, en ce moment chez les Blue Jays, là, malgré tout. Puis, écoute, on ne s'attendait peut-être pas à ce que Dalton Varsho soit autant blessé cette saison, mais c'est une réalité, il l'est. Puis la réalité dans le baseball, c'est que tu ne peux pas prévoir les blessures. Fait que les Blue Jays sont chanceux d'avoir un Myles Straw parce que si tu ne l'avais pas, ben là, il faudrait que tu ailles le chercher. Ce n'est pas le même prix en cours de saison. Oui, il gagne peut-être un peu trop cher pour ce qu'il fait, mais en même temps, on l'a dit, c'est une équipe qui a les moyens de ses ambitions. Tu mets un petit peu trop d'argent sur un champ centre, OK, correct, mais en ce moment, tu es content de l'avoir. Certainement, certainement. S'il fallait ne pas avoir Myles Straw et ne pas avoir Dalton Varsho,
On n'aurait pas dit ça en début de saison, mais Non. là, on a besoin de Malstra. On a vraiment besoin. Puis il fait le travail défensivement, puis il fait son travail offensivement. On ne lui demande pas de frapper 30 circuits. On lui demande seulement de faire son travail. Puis à quelques occasions, il y a eu des coups sûrs très importants. Donc, on en a vraiment besoin. Puis tu l'as mentionné, on est capable de payer. Puis il vaut mieux avoir de la profondeur que manquer de profondeur parce que là, tu te retrouves vraiment dans le trouble. C'est une roue qui tourne, tu n'es pas capable de t'en sortir parce que justement, les prix sont exorbitants. Puis c'est là que tu vas te mettre dans le trouble pour le futur. Donc, présentement, on a bien géré les choses avant que le trouble arrive. Mais phénomène intéressant, là, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais Maelstrom, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a tellement de pièces interchangeables dans cette équipe-là. Tu sais, des joueurs qui ont leur poste assuré. Tu as Guerrero, tu as Bichette, tu as Kirk derrière le marbre, tu as Monsieur Canada aussi quand ça va bien. Mais les autres, là, tu peux les interchanger. Ça fait qu'un Maelstrom, un Clemens, un Schneider, ils n'ont pas le choix d'être alertes. Ils n'ont pas le choix d'être là quand ça compte parce qu'ils savent que le lendemain, s'ils n'ont pas été alertes sur un jeu, le jeu que Maestro a réalisé, ben c'est dehors, puis on en prend un autre. Ben dehors. On te met sur le banc, puis on en prend un autre. Puis ça garde les gens sur le qui-vive. Ça garde les gens sur la pointe des pieds, non pas sur les talons. Puis ça permet justement de réaliser les jeux de base qui font la différence dans un match de 2-0 comme dans un match de 8-7 à la limite. Absolument, absolument. Messieurs, ça fait le tour de ce qu'on avait sur les Blue Jays. On va évidemment les suivre dans les prochaines semaines. On va regarder ce sera quoi les besoins de ce club-là. On surveille des frappeurs droitiers pour le banc. On surveille un peu d'aide en relève. On surveille évidemment un lanceur partant. Donc, à suivre dans les prochaines semaines. Sébastien, d'ici là, allons voir ce qui se passe ailleurs dans la MLB. Pascal, quelques minutes avant d'entrer en onde à 20h sur les réseaux sociaux de Passion MLB, il y a le baseball majeur qui a dévoilé les partants du match des étoiles. Évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que si un joueur de position n'a pas été choisi comme partant, et ce qui est élu par les amateurs, ben, ça ne l'empêche pas d'être choisi par le baseball majeur pour être des joueurs qui sont sur le banc, qui participent aux festivités. Et il faut aussi savoir que ça ne compte pas les lanceurs. C'est juste les joueurs de position, évidemment, incluant frappeurs de choix. Pascal, commençons par jaser un petit peu de ce qui se passe dans la Ligue américaine. Je vais juste nommer les noms vite fait. Cal Riley derrière le marbre, Vladimir Guerrero Jr. au premier but, Gleyber Torres, je regarde la réaction de Sébastien, mais il ne bouge pas vraiment, Gleyber Torres au deuxième but. C'est une grosse soirée, là, on va parler de John Schneider en bien et de Gleyber Torres en bien. On a Jacob Wilson des Aces à l'arrêt-court. On a José Ramirez au troisième coussin. Aaron Judge, qui a été le joueur qui a eu le plus de votes dans la Ligue américaine en général, dans le champ extérieur, avec Riley Green et Javier Baez. N'ajustez pas vos appareils si vous n'avez pas suivi le baseball depuis 3 mois. Et Ryan O'Hearn au poste de frappeur de choix. Pascal, écoute, j'ai le goût de dire à tout seigneur, tout honneur, puis je ne parle même pas d'Aaron Judge ici, Cal Riley derrière le marbre, une évidence. Une évidence, ça n'a pas le choix. Là. Je veux dire, avec la saison qu'il a, avec l'importance qu'il a, puis vous allez me dire, c'est le match des étoiles. Là. Ça n'a pas vraiment rapport avec la saison, mais oui, quand même. Tu as des phénomènes. Là, tu vois, il y a beaucoup de joueurs des Tigers. Les Tigers sont hot. Les Tigers sont la saveur de l'année à date. Bien, c'est sûr qu'il y a un vote populaire qui draine beaucoup des joueurs des Tigers, mais Cal Riley, là, il aurait joué à Détroit, il aurait été là, mais là, il joue à Seattle. On s'entend que ce n'est pas le gros marché, mais on n'a pas le choix. Là. Je veux dire, tu demeures à Toronto, tu demeures à New York, tu demeures à Chicago, puis ton bulletin de vote, tu n'as pas le choix de voter pour Cal Riley. Là. Javier Baez, c'est une autre histoire, là, surtout comme voltigeur de centre, là, mais ça, c'est le phénomène Détroit. Comme il y a eu d'autres phénomènes pour d'autres équipes au cours des dernières années, là, c'est Détroit cette année dans l'américaine. Puis Judge, Guerrero Jr., ben écoute, c'est un peu normal aussi, un peu beaucoup normal. Là.
Guerrero Junior, sa 5e saison de suite à participer au match des étoiles. Il veut battre le record de 9 participations de son père. Il est à moitié chemin. Il est à mi-chemin. Son contrat de 14 ans n'est pas encore commencé. Donc, tout théoriquement, s'il continue de jouer ne serait-ce qu'un peu, il peut avoir ses chances. Mais tu sais, les gens qui se posent encore des questions sur Vladimir Guerrero Jr., est-il vraiment l'image ou le poster boys des Blue Jays de Toronto? Ben, on en a la preuve. Il est le poster boys de pas mal de partisans du baseball à la grandeur de la planète, là. Assurément. On ne pouvait tellement pas le perdre à Toronto. Là. Ça aurait été catastrophique. Ça aurait été très, très, très catastrophique. Le côté gauche de l'avant-champ, Sébastien, intéressant. José Ramirez, j'ai vu passer une vidéo récemment où est-ce qu'ils ont demandé, je pense, à 6 joueurs du baseball majeur, c'est qui le joueur le plus sous-estimé. Le nom de José Ramirez a été nommé 6 fois sur 6. Il fait encore sous-estimé, malgré tout ça. Il faudrait peut-être arrêter de dire qu'il est sous-estimé. Là, quand ça fait plusieurs fois que tu dis que le joueur est sous-estimé, c'est parce que... Oui, mais en même temps, ils n'ont pas tort parce qu'on n'en parle pas autant que les autres. C'est vrai qu'on n'en parle pas à la hauteur du joueur qu'il est. Si ce gars-là joue au 3e but pour les Dodgers ou pour les Yankees, on en parle plus. Ah, totalement d'accord, mais ça, c'est pas le problème du joueur. Non, évidemment. Il faut en parler d'José Ramirez. José Ramirez, y a-t-il quelque chose qu'il ne fait pas sur un terrain de baseball? Non. Il n'y en a pas beaucoup des José Ramirez dans le baseball majeur et pourtant, on n'en parle pas beaucoup. Non, puis il n'y en a pas beaucoup des gars comme ça qui acceptent des bonnes coupures de salaire pour rester à Cleveland. Lui, genre de candidat à qui tu peux bâtir une statue le jour où sa carrière sera terminée. Là, tu peux la bâtir tout de suite. Là. Il n'y a pas de problème. Là. Je pense que ça peut être correct. Il a accepté des coupures salariales pour rester à Cleveland. Pas pour rester à Los Angeles, pour rester à New York, pour rester à Toronto. Non, pour rester à Cleveland. Oui. Non, c'est ça, tu sais, on parle, tu sais, dans le monde du hockey, on en parle avec tous les joueurs qui acceptent de signer avec une moyenne salariale un petit peu moins élevée pour rester avec les Panthers, mais tu sais, c'est la Floride, c'est pas Cleveland. C'est pas Cleveland. Non, il n'y a pas grand-chose qui est Cleveland. Non? C'est pas Cleveland. Le reste du côté gauche de l'avant-champ, des Aces de Sacramento, Jacob Wilson, la recrue, qui, écoute, est une machine à se rendre sur les sentiers, à frapper des coups sûrs, à faire monter sa moyenne. Lui, contrairement à Luis Severino, il ne se plaint pas aux 2 minutes de son stade, puis il fait juste jouer à la balle, il fait ce qu'il a à faire, puis il va là au match de football. Et voilà. C'est sûr que ce n'est pas un lanceur, là. C'est plus facile de ne pas se plaindre, mais quand même, lui est là pour jouer à la balle. Il joue à la balle, seulement 23 ans. Un frappeur de contact qui met la balle en jeu pratiquement à tous les matchs. Donc, c'est vraiment plaisant de le voir au match des étoiles, de le voir dans l'uniforme des Aces. On n'est pas habitué nécessairement de voir des partants dans cette organisation-là qui se rendent au match des étoiles. Donc, c'est rafraîchissant. Puis oui, on a un côté gauche de l'avant-champ dans la Ligue américaine qui est assez solide. Pascal, de l'autre côté, dans la Ligue nationale, Will Smith des Dodgers derrière le marbre, Freddie Freeman, son coéquipier chez les Dodgers au premier coussin, Ketel Marte au 2e but, Francisco Lindor à l'arrêt-court, Manny Machado au 3e but, le champ extérieur, Ronald Acuna Jr. et 2 joueurs des Cubs, Kyle Tucker et Pete Crow Armstrong, et évidemment, à la surprise de tout le monde, Shohei Ohtani, qui va être le frappeur de choix, qui ne lancera pas au match des étoiles, ça a été spécifié, même si on s'en doutait un peu. Quoi qu'en même temps, Pascal, il aurait été le candidat parfait, il fait ça, lancer une manche. Il aurait lancé une manche, effectivement. Il est déjà prêt. il est déjà prêt. Il est déjà timé pour ça, mais les noms que tu viens de nommer, c'est une pas pire équipe, hein? Ah, c'est correct. C'est les Dodgers, là. c'est les Dodgers avec quelques ajouts. Puis, tu sais, j'ai vu passer quelques commentaires. Il y a des gens qui étaient surpris de voir Manny Machado là, mais moi, je ne suis pas vraiment surpris de voir Machado là. Non, il y a sa place. Avec ce qu'il offre aux Padres, puis avec ce qu'il offre comme exposure aussi, là, dans ce qu'il est, dans ce qu'il représente. Il y a le profil type de faire partie de l'équipe partante au match des étoiles. C'est une belle formation. Oui, c'est les Dodgers, mais en même temps, les Dodgers ont une équipe étoile. Fait qu'on en a la preuve. Là. Ils sont là pour les bonnes raisons. C'est des joueurs qui ne resteront pas longtemps dans le match. On s'entend que Freddie Freeman ne jouera pas 4 manches. Ils vont vouloir bien l'utiliser pour éviter de rempirer tout ce qu'il a comme blessure. Mais le gérant, c'est Dave Roberts. Il va vouloir prendre une chance. En plus, il va prêcher pour sa paroisse, mais j'aime beaucoup l'équipe partante là, de la Ligue nationale. Hey, d'ailleurs, on parle de Freddie Freeman. Là, Pascal, je viens d'allumer sur quelque chose. Le match est à Atlanta. C'est le fun pour Freddie Freeman. Ça représente beaucoup. Oui.
Ça représente beaucoup. Il a laissé quand même de très bons souvenirs à Atlanta, comme il risque d'en laisser des pas pires à Los Angeles aussi. C'est tellement un bel humain. Puis, parlant d'humain, Ketel Marte, ce qu'il a vécu au cours de la dernière semaine, ça va lui faire du bien, je pense. Il a vécu, on le sait, un épisode où c'était pas très élogieux là, comme sensation en lien avec sa mère. Les partisans de l'équipe adverse se sont quand même tournés de son côté, ont pris sa défense. Quand il est revenu en Arizona, il y a eu une belle ovation. Donc, les gens sont derrière lui. Les gens sont derrière l'humain qu'il représente. Puis, je pense que d'avoir un poste de partant au match des étoiles, ben, c'est un baume là, sur la blessure morale qu'il a pu subir. Ouais. Attendez-vous à une belle ovation pour Ketel Marte du côté d'Atlanta dans quelques semaines. Sébastien, Francisco Lindor, première fois depuis qu'il a changé d'uniforme, pas qu'il est partant au match des étoiles, qu'il va au match des étoiles. Je te rappelle que l'an passé, il a été 2e au MVP. Son début de saison était plus ordinaire. Il n'a pas été élu au match des étoiles. La dernière fois qu'il est allé, c'est même pas en 2020 parce qu'évidemment, il n'y en a pas eu cette année-là. 2019, la dernière fois qu'on a vu M. Sourire au match des étoiles, écoute, il était dû. Je pense que oui, puis c'est vraiment surprenant. C'est pas le genre de choses que tu t'attardes nécessairement, mais ça fait si longtemps que ça qu'on ne l'a pas vu. C'est pas nécessairement normal, mais d'un autre côté, il n'y avait pas les performances au bon moment, quand c'est le temps de voter en début de saison. Donc là, il a mis les chiffres sur le tableau, puis il va pouvoir y participer. Moi, une chose que j'ai hâte de voir, c'est, on parlait de Machado tantôt, Machado avec les 72 joueurs des Dodgers. Ça va être le fun à voir la relation entre ces joueurs-là. Je ne sais pas où il va être assis dans le vestiaire comparativement à eux autres. Hein? À l'opposé, mais c'est dur d'être à l'opposé quand il y en a partout des joueurs des Dodgers. Exact. Tu vas être entouré de joueurs des Dodgers. Je pense qu'ils n'auront pas le choix de bien s'entendre pour bien paraître. Ouais. C'est un bon point. C'est un très, très bon point. Sébastien, champ extérieur, il y a Ronald Acuna Jr., évidemment, qui est d'Atlanta lui-même. Ça va être intéressant s'il n'a pas commencé à jouer il y a très, très, très longtemps son début de saison, mais c'est très, très, très électrisant, comme il nous l'a habitué là, quand il est en santé. Et de l'autre côté, intéressant aussi de voir 2 joueurs des Cubs qui sont dans le champ extérieur, 2 joueurs des Tigers d'un côté, 2 joueurs des Cubs dans le champ extérieur. Kyle Tucker, qui va faire sauter la banque cet hiver à Chicago ou ailleurs, et Pete Crow Armstrong. J'aurais pas mis un 10 sur sa présence comme partant au match des étoiles il y a 3 mois, mais on en est là. Il y a un superbe début de saison, puis c'est un joueur qui est très, très, très électrisant. Oui, puis c'est le fun pour les Cubs. On voit qu'on est en train de construire quelque chose de bon. Il va falloir conserver les services de Kyle Tucker, mais au moins, on a 2 voltigeurs qui sont partants au match des étoiles. Donc, vraiment, on a une bonne base. On est en train de faire quelque chose de bien. Dans le cas d'Acuna, qui a confirmé sa présence au concours de coups de circuit également, à la maison, devant les siens. Ça aussi, ça va être spectaculaire. Ça va être le fun à regarder parce que, je ne sais pas, les gars, si vous l'avez vu jouer, il aime ça jouer à balle, lui. Parce que depuis qu'il est revenu, il veut jouer. Il frappe comme un déchaîné. Tu vois qu'il veut être là. Fait que je pense qu'il va donner tout un spectacle au concours de circuit. C'est juste plate que ses coéquipiers ne suivent pas, là, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. Par rapport à Crow Armstrong, sa saison de rêve se poursuit parce que, souvenez-vous, les premiers matchs au Japon, c'était la vedette incontestée. Là. Oui, il y a les Japonais qui jouent dans le baseball majeur qui se sont réunis au sein de ces 2 équipes-là pour la circonstance, mais lui, là, les Japonaises l'ont beaucoup apprécié. Un petit rouquin un peu bizarroïde là, qui joue du baseball inspiré, inspirant. C'est pas tous les jours qu'on voit ça, puis sa saison de rêve se poursuit tout simplement. Est-ce que c'est un feu de paille? Je ne pense pas. Non. Il y a le talent est là, ça va juste se poursuivre dans le futur. Oui, non, je pense qu'il est là pour rester clairement. Son jeu défensif était déjà à point. Là, en plus de voir qu'il a ajouté l'aspect offensif de la chose. Dans les faits, Pascal, il y a le genre d'éclosion que pourrait connaître Eli de la Cruz. C'est un joueur qui a déjà beaucoup d'outils. Et là, il a rajouté la puissance et ça fait en sorte qu'il monte vraiment vers le haut. Eli, ça pourrait être ça aussi. S'il ajoute une dizaine, une quinzaine de circuits par année, éventuellement dans les prochaines années, là, superstar. Là. Il est déjà spectaculaire, il est déjà très rapide. Il l'a prouvé là, sur les sentiers, c'est une menace constante. Ouais. La puissance, c'est ce qui fait que tu fais les highlights à tous les soirs. Tu sais, quand tu voles 2 buts, là, puis tu n'as pas de double ou tu n'as pas de triple ou tu n'as pas de circuit, ben, c'est rare que tu fais les highlights. Mais quand tu as 2 buts volés, un circuit,
à répétition, soir après soir, ben oui, tu te classes là, dans une catégorie hors norme. Pascal, je veux rester de ton côté. Dans les derniers jours, il y a eu des bonnes équipes quand même qui ont vécu certains balayages. Surtout, des fois, c'était contre des équipes qui étaient plus ou moins élevées au classement. On va dire ça en tout respect pour les équipes du baseball majeur. Je pense entre autres aux Giants de San Francisco. Qu'est-ce qui se passe à San Francisco? Les Giants qui ont été balayés, oui. Je pense aux Pirates qui ont balayé les Mets et les Cards. Ils ont balayé les Cards en les blanchissant du début jusqu'à la fin. Ouais. C'est rare qu'on voit ça. Là, on balaye une équipe et on les blanchit. Les Giants, qu'est-ce qui se passe? Les Mets, qu'est-ce qui se passe? Les Cards qui vivent des hauts et des bas ces temps-ci. On a toujours dit, il y en a de moins en moins des programmes doubles au baseball. Là. Avant, quand il y en avait, on disait toujours un programme double, c'est fait pour être divisé. Évidemment. T'en gagnes une, t'en perds une, puis c'est normal, il n'y a personne qui va rien dire là-dessus. Une série de 3 matchs, normalement, c'est 2 victoires, une défaite. C'est rare que c'est 3 victoires. Mais là, on en voit de plus en plus. Puis comme tu le dis, on voit des équipes plus faibles au classement balayer des équipes plus fortes au classement. Ça dépend de quoi? Ça dépend-tu de la préparation? Ça dépend-tu qu'on a pris l'autre équipe pas au sérieux? On s'est pensé supérieur. On n'a pas joué les jeux de base dont on parlait tout à l'heure. On n'a pas été concentré. Le coach a mal fait sa job de préparation. Moi, je pense que c'est un cumul de tout ça. Mais de voir ça cette année, ben, c'est un peu exceptionnel. Oui, c'est assez spécial. Le cas des Giants me frappe particulièrement. Le cas des Mets, Sébastien, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau de New York en général? Là, parce que les Yankees non plus, c'est pas la mer à boire. C'est pas un gros mois de juin là, auquel on a eu droit là, pour les deux équipes de New York. Non, effectivement. Dans le cas des Giants, je suis plus surpris que dans le cas des Mets, dans le sens que Mets gonna Mets. C'est sûr qu'il allait arriver quelque chose comme ça dans une saison des Mets. Je pense qu'ils vont se replacer, mais c'est un passage à vide. Puis parlant de passage à vide, l'autre équipe à l'autre bout de l'île de Manhattan, elle aussi en connaît un. Donc vraiment, ça va pas bien à New York, ça va pas bien à San Francisco. Comme vous l'avez mentionné, les gars, il y a plusieurs équipes dans le baseball majeur qui sont au sommet, mais que ça ne va pas très bien. Tantôt, on parlait des Braves, ils ne sont pas au sommet, mais depuis le début de l'année, il n'y a vraiment rien qui fonctionne. Non. Donc, d'un côté, c'est ce qui fait que c'est plaisant à voir parce que il n'y a pas une victoire qui est donnée à chaque soir. Les équipes doivent se battre pour remporter des matchs. On a vu la série entre les Rays et les Aces. On pensait que les Rays allaient balayer cette série-là. Les Aces ont gagné 2 matchs, ont failli remporter le dernier. Donc, il n'y a vraiment pas une série que tu dis ça va se terminer par un balayage pour l'équipe la plus forte parce que, comme on l'a vu, il y a des équipes faibles qui balaient des grandes équipes. Je pense que plus la saison va aller, plus on va voir des résultats qui sont un petit peu plus normaux, si je peux dire. Les équipes de tête vont reprendre probablement leur aire d'aller, puis les équipes plus faibles, surtout après la date limite des transactions, où on va s'être départi de plusieurs éléments, ça va être plus difficile, mais pour le moment, c'est quand même excitant à voir. Dans le cas des Aces qui a gagné plus de matchs contre les Rays, c'est pas une surprise. Ils jouaient finalement dans un stade des majeurs. Fait que... ben oui. C'est drôle, on n'a rien entendu cette semaine par rapport à ça. Ça, c'est correct. Là. Ouais, non, ça va. Ça va. Mais c'est pas leur stade des mineurs, c'est un stade des mineurs. Puis c'est un stade de grand entraînement. Oh, oui. Pour revenir aux Giants, là, à la défense de Buster Posey qui a amené une grosse pointure en Rafael Devers, il a amené une distraction aussi au sein de son équipe, il faut se le dire. Tu arrives avec un gros frappeur, tu arrives avec quelqu'un qui était très controversé dans son équipe précédente comme étant un joueur qui pensait beaucoup à lui. Veux pas, quand un Rafael Devers rentre dans un vestiaire, il y a des gars qui doivent se poser certaines questions. Puis moi, je pense qu'on a sous-estimé durant toute cette séquence-là l'absence de Matt Chapman, qui est un leader. Il l'a prouvé l'année passée en arrivant à San Francisco. Il a joué quand même un rôle de leader. Ça a peut-être moins été le cas à Toronto, là. Mais n'empêche que Chapman a un rôle important à San Francisco. Le fait qu'il soit blessé. Oui, il y a Schmidt qui a primé à un certain moment donné, là, au 3e coussin. Lui-même a été blessé par la suite. Mais l'arrivée de Devers, la blessure de Chapman, fait qu'il y a eu beaucoup de distractions en peu de temps dans ce vestiaire-là. Ceci peut expliquer cela.
C'est vrai, c'est un bon angle. Vas-y, Sébastien. Non, je disais juste, ça prend un temps d'adaptation quand il y a un nouveau joueur de cette trempe-là qui arrive, autant pour le joueur que pour l'équipe. Le joueur doit s'adapter. Et vice-versa. Et vice-versa. L'équipe, tu as un gros frappeur qui arrive. Il y a certains joueurs qui peut-être ressentent un petit peu moins de pression que quand la pression était sur leurs épaules, là, se disent que là, Devers va faire le travail. Donc, je pense que ça va se replacer chez les Giants. On a amené du renfort offensivement en la personne de Devers. Ça va prendre quelques temps, puis ça risque le vent risque de changer de côté. Sébastien, si on va plutôt du côté des équipes qui vont un petit peu mieux, les Tigers de Détroit, on l'a dit tantôt, domination au vote du match des étoiles. Tarik Skubal, là, ça va bien. Hein? On dirait que je ne veux pas nommer des évidences, mais ça va bien. Ça va. Il est correct. Lui, hein, quand il arrive, il est correct, là, sans plus. Bon. Non, mais moi, je ne pensais pas qu'il allait répéter ses exploits de l'an dernier. On sait que c'est un excellent lanceur. C'est souvent difficile de répéter. Mais là, il est encore une fois le favori pour remporter le trophée Cy Young. À chaque fois qu'il se présente, on le sait que les Tigers vont gagner. Puis, tu sais, c'est pas... Il domine. Là. Des matchs de 13 retraits sur des prises, il y en a plusieurs. C'est vraiment une domination qui est en train de mettre au tableau cette saison, comme l'an dernier. Ouais. Mais la vraie différence chez les Tigers, c'est qu'on a ce corps de lanceur-là qui est mené par Tarik Skubal, mais là, l'attaque fait le travail. Donc, la pression n'est pas nécessairement entièrement sur les lanceurs. L'attaque qui crée des points, qui donne une avance à ses lanceurs, donc ça fait toute la différence. Ça fait que les Tigers sont une des 2 meilleures équipes du baseball majeur en ce moment. On est à la mi-saison. 10 victoires, 2 défaites, moyenne de points mérités de 2,15. 109 manches lancées, 138 retraits au bâton. C'est quand même assez éloquent. Hein? Ça va bien. Ça va bien. Au chapitre des choses qui vont bien, ben, je pense que Skubal, il est au sommet de la montagne. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Écoute, de l'autre côté, Pascal, il y a Paul Skeens qui va bien, mais lui, c'est son équipe qui va moins bien. Là. Justement, tantôt, tu parlais du balayage là, des Pirates contre les Mets, après ça, contre les Cards. Écoute, ils ont marqué 37 points dans les 4 départs où Paul Skeens n'a pas lancé. Il revient, 1 point marqué, puis c'est même pas lui qui a hérité de la victoire. Écoute, il y a 4 victoires en 18 sorties. Il y a une moyenne de 2,03. Je pense qu'il a donné 25 points là, en 18 sorties. Ça n'a pas de sens. Il est trop fort, mais il joue au sein d'une équipe qui est vraiment incapable de le suivre. C'est comme Jacob deGrom avec les Mets il y a quelques années. Moi, ce que j'ai comme feeling, c'est que les Pirates sont tellement en admiration devant leur lanceur que quand il est au monticule, on fait juste l'observer. Ouais. On se laisse porter par la vague, puis on se dit « Wow! » Il lance donc bien, puis tu sais, il est donc dominant. Puis quand on prend le bâton dans les mains, ben on se dit qu'est-ce qu'on doit faire, là? À part que de regarder notre lanceur dominer. Ben, tu dois frapper la balle, puis tu dois marquer au moins 1 point. Puis si tu peux en marquer 2, ben, c'est un gros bonus pour lui. Mais tu sais, c'est comme une malédiction. Hein? Il y a d'autres lanceurs qui en ont connu. Tu as nommé deGrom, ça s'est produit à New York, mais il y en a d'autres dans le passé où ça se produisait qu'ils étaient dominants, mais leur équipe était dominée. Parce que, justement, il ne se produisait rien en attaque. Puis Skeens, ça va peut-être juste le faire partir plus rapidement de Pittsburgh. Ouais, oui, il veut jouer à Pittsburgh. Oui, il veut gagner à Pittsburgh. Oui, il veut se défoncer pour l'équipe, puis il le fait actuellement de belle façon, mais il n'y a pas de résultat. Non, gagner à Pittsburgh, Sébastien, c'est pas possible, je pense. Ben non. Si on voulait gagner, on commencerait dès maintenant. On a déjà un bon trio de lanceurs. On a quelques bons jeunes dans notre alignement offensif, mais on laisse ça aller. Donc, si on voulait vraiment gagner, déjà, on serait en train de construire quelque chose de bien. Non, plutôt, on va attendre, peut-être pas jusqu'à la dernière minute, mais on va attendre beaucoup plus tard pour se départir de Paul Skeens. Puis la roue va continuer. Skeens va se retrouver ailleurs, va probablement gagner un championnat. Et ça ne sera pas à Pittsburgh. Pittsburgh va reconstruire pour la énième fois, puis on va recommencer la roue. Puis, en parlant de construire, là, ils ont un des plus beaux stades du baseball majeur. Là. Il me semble que c'est le fun. Ça doit être le fun de jouer là. Ouais. Ça doit être le fun de gagner là aussi, là, mais ça, c'est une autre paire de manches. Oui, ça, personne ne le sait. Personne ne le sait, puis peut-être que personne ne le saura à terme. Là. Mais il y a des gens qui se plaignent de jouer dans des stades tout croche, là, ou des stades des mineurs. Ben, tu ne peux pas te plaindre de jouer au stade des Pirates. Là.
Non, ça, il y a bien des affaires que tu peux te plaindre quand tu joues pour les Pirates. Le stade n'en est pas un. Définitivement. Pascal, les Yankees de New York ont clairement besoin d'un joueur de troisième but. Jazz Chisholm a même dit encore récemment, là, tout le monde sait que je suis un joueur de deuxième coussin. Il avait bien pris publiquement son déplacement vers le troisième coussin. Là, il ne le prend plus, peut-être parce que DJ LeMahieu ne roule plus. Ça va prendre un joueur de troisième but pour envoyer Jazz aux deux. Eugenio Suarez, là, on dirait qu'il y a Yankees décrit dans le front là, de la façon que ça fonctionne. Là. Il cadrerait vraiment trop dans ce que les Yankees ont besoin. Moi, je pense que les Yankees ont été patients. Ils ont fait plusieurs essais. Essais-erreurs. Ouais. Mais là, on se rapproche de la date des transactions. Puis, veut pas, je pense pas que les Diamondbacks puissent se faufiler en série cette année. Là. La perte de Corbin Burns leur a brisé les reins. Ouais. Oui, il y a des joueurs qui performent bien. On a parlé de Ketel Marte tout à l'heure, mais Suarez, qui frappe souvent par séquence, mais qui frappe, oui, pourrait aider grandement les Yankees à stabiliser ce côté-là de leur alignement, là, de leur défensive. Ouais. Je veux juste te corriger, Pascal. Les Yankees n'ont pas été patients, ils ont été cheap. C'est différent. C'est différent. Parce que le joueur de troisième but... même, mais oui. Oui, exactement. Pascal est juste plus poli que toi. Oui, c'est ça. Désolé. Là, mais le joueur de troisième but, il aurait pu l'avoir cet hiver. Là. C'est une lacune qui est évidente, qu'on sait qu'il existe à New York. Puis là, oui, on met Jazz Chisholm au troisième coussin, mais qui peut blâmer un gars qui n'est pas à sa position naturelle? Oui, il y a des jeux de routine que ça ne fonctionne pas. Parce que c'est un joueur qui a été envoyé là l'an dernier, sortant de nulle part. Toi, tu t'en vas jouer au troisième coussin. Arrange-toi comme tu veux. C'est pas comme ça que ça marche. On le sait que certains soirs donnés, ça va être plus difficile. C'est le cas. Tu as un joueur de troisième but en DJ LeMahieu que tu places au deuxième. Tu as un joueur de deuxième coussin en Jazz Chisholm que tu places au troisième but. Je comprends la raison pourquoi. On voulait que Chisholm reprenne ses aises. On trouvait que ça allait être plus facile de trouver un joueur de deuxième but. Mais là, ça ne fonctionne pas. Puis tantôt, on disait que la folie, c'est de continuer à faire la même chose en espérant des résultats différents. Là, tu dois changer les choses chez les Yankees. Mais j'ai utilisé le mot patient parce que, tu sais, cheap et Yankees dans la même phrase, ça avait juste pas de sens pour moi, mais je comprends que ça peut arriver. Mais c'est cheap entre guillemets, là, parce qu'on s'entend que les Yankees ont une grande masse salariale, mais ils sont capables de plus, puis on ne veut pas le faire. Oui, je comprends. Hey, les boys, on a bien fait de mettre du conditionnel quand on parlait des Blue Jays parce que c'est 8-6. Quand même. C'est pas fini ce match-là. On va avoir une belle game de balle quand on va finir cet enregistrement-là. Sébastien, je veux qu'on parle de Kevin Pillar. Kevin Pillar, pour ceux qui ne l'ont pas vu, a annoncé sa retraite. C'est pas une surprise, il s'est fait couper par les Rangers. Passe au podcast Fall Territory pour jaser un petit peu de ce qui s'est passé et de sa carrière. Bravo. Et finalement, décide de s'ouvrir la trappe un petit peu. Et là, ça commence à faire circuler un petit peu sur les réseaux sociaux. Il s'est fait questionner sur son expérience avec les Rangers, puis on dirait qu'à l'écouter parler, on comprend peut-être pourquoi c'est un club qui fonctionne moins bien depuis 2 ans. Il dit « Je pensais que ce serait un groupe qui était un petit peu plus tissé, serré. Je parlais de mon expérience à Atlanta. Tout le monde tirait la corde dans la même direction. Ou, tout le monde essayait de pousser dans la même direction. Tout le monde voulait se tenir ensemble, faire des activités ensemble, gagner à tous les jours. C'était la chose qui était la plus importante. Quand je suis arrivé dans le vestiaire au Texas, beaucoup de talent, mais beaucoup de joueurs qui travaillent individuellement. Les gars font leur propre affaire. Il y en a que tu ne vois pas jusqu'au début du match. Les joueurs sont vraiment centrés sur eux-mêmes. Pas beaucoup de pratique au bâton. On ne s'étire pas beaucoup ensemble. Il dit, je me disais peut-être que c'est juste moi qui viens de l'extérieur, puis c'est quand même beaucoup de gars qui ont gagné la Série mondiale. Fait que peut-être que c'est moi qui est dans le tort. Mais écoute, à l'écouter parler, il n'a pas l'air du client le plus satisfait. Ça a même forcé d'ailleurs Chris Young, là, qui est en charge des opérations baseball, de sortir publiquement et de dire, écoute, Kevin, c'est un bon gars, je pense pas qu'il voulait nous faire du mal ou quoi que ce soit. Probablement qu'il aurait juste répondu dans le creux du moment, mais on le remercie pour son implication avec les Rangers du Texas, nanana. Je pense que ça commence, là, fait qu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Je pense que ça peut faire plus de bruit qu'on pense, cette situation-là, parce que c'est quand même des bonnes révélations là, de Kevin Pillar.
Oui, puis c'était une belle opération de relations publiques de la part de Chris Young. Là. Il a bien Ouais, fait ça, il faut lui Je donner. félicite Kevin Pillar. Oui, oui, c'est ça. Oui. Je pense pas qu'il avait vraiment le goût de le féliciter à ce moment-là, mais il l'a fait Non. pareil. Moi, j'ai été vraiment surpris par ça parce que tu l'as mentionné, on a remporté la Série mondiale là, chez les Rangers. Là. Oh. Fait que souvent, c'est des signes d'une organisation qui est dysfonctionnelle, qu'il n'y a rien qui marche, on n'est pas capable de gagner des matchs, les joueurs s'en foutent. Mais on a quand même réussi à gagner malgré ça. On a Bruce Bochy comme gérant. Bon, on ne sait pas toutes les implications qu'il y a à l'intérieur de cette organisation-là, mais pour moi, ça a été vraiment surprenant parce que, oui, là, on n'a pas les résultats escomptés depuis l'an dernier. Ça ne fonctionne pas, mais avant ça, comme j'ai dit, on a gagné. Donc, est-ce qu'il y a eu une cassure, quelque chose qui s'est passé? Je ne le sais pas. Mais c'est vraiment surprenant. Puis c'est facile de mettre le doigt sur les vétérans de l'équipe. Puis j'ai en tête Corey Seager puis Marcus Semien, qui n'ont pas des saisons à tout casser. C'est facile de les identifier. Je pense que DeGrom, il essaie de se défoncer départ après départ. Je pense pas que le problème vienne de lui, mais en même temps, le baseball, c'est peut-être un sport qui est collectif, mais qui est à la fois individuel parce que il y a du talent individuel là-dedans que tu dois faire ressortir. Que les gars se tiennent ensemble ou pas, s'étirent ensemble ou pas, est-ce que ça fait le succès de l'équipe? Je ne le sais pas, mais c'est facile pour un Kevin Pillar qui a énormément d'expérience, qui a du passé, qui en a vu du baseball et qui a vu plusieurs équipes de se prononcer. C'est quand même de belles confidences qu'il a fait. Là. Ça donne beaucoup de notoriété à un podcast. Là. Puis, mais en même temps, c'est pas surprenant. On voit le rendement des Rangers depuis qu'ils ont gagné. C'est pas à la hausse, là. C'est principalement à la baisse. Non, c'est ça. Puis tu sais, t'as beau dire, puis tu fais bien aussi de parler de Jacob deGrom, mais tu le sais comme moi, Pascal, c'est dur pour un lanceur partant d'amener du leadership, ou un lanceur en général d'amener du leadership dans une équipe parce que le jour où tu lances, il ne faut pas que tu y parles. Puis le jour où tu ne lances pas, ben pourquoi il s'étirerait autant que les autres? Il ne jouera pas. Fait que, c'est comme un gardien de but hockey. Ouais, c'est ça. Un lanceur, c'est un beat complètement différent. Fait que oui, tu peux avoir un ascendant positif sur tes coéquipiers, mais c'est pas toi qui le. Tu peux être un leader négatif, mais c'est dur d'être un vrai leader quand tu es un lanceur, de par la nature du travail de lanceur. Effectivement. Effectivement, le leadership ne doit pas partir d'un lanceur, tu ne dois pas te fier là-dessus. Ça peut être un collectif de lanceurs qui fait que les joueurs sont soudés, mais ça doit venir des joueurs de position d'abord et avant tout. Ça doit venir de l'entraîneur. C'est surprenant qu'un entraîneur d'expérience comme Bochy ne réussisse pas à souder cette chimie-là, mais en même temps, il y a beaucoup de gros égos au baseball majeur, comme dans tout sport professionnel. Puis des fois, il y a 2-3 gros égos qui se retrouvent au même endroit au même moment. Puis ça crée cette ambiance-là. Ça semble être le problème en ce moment, en effet, là, du côté du Texas. Sébastien, est-ce qu'on y va pour la période de questions? Pourquoi pas? Sébastien, je t'envoie la première question qui vient de Léandre. Salut les gars, selon vous, qu'est-ce que les Padres devraient faire avant la date butoir des transactions pour rivaliser et même battre les Dodgers? C'est triste. Je pense pas que les Padres peuvent rivaliser en ce moment avec les Dodgers. Qu'est-ce qu'on doit faire pour y arriver? Ça prendrait plusieurs choses. Déjà, en partant, on a comme le syndrome du petit frère. On n'est pas capable de passer par-dessus cette barrière-là. À chaque fois qu'on affronte les Dodgers, on dirait que c'est notre série mondiale, mais on n'est pas capable de les battre ou il arrive des situations. Donc, ça, c'est une des premières étapes. Il va falloir réussir à solidifier ça, à passer par-dessus ça. Puis pour y arriver, ça va prendre une victoire. Donc, qu'est-ce que ça nous prend pour aller chercher cette victoire-là en série contre les Dodgers? Il faut ajouter probablement de la profondeur à plusieurs endroits dans l'alignement. Mais je n'ai pas l'impression qu'en faisant ça, même si on ajoute de la profondeur dans l'enclos de relève, qu'on va réussir dans des matchs serrés à battre les Dodgers qui, on va se le dire, eux aussi vont faire des acquisitions à la date limite. Donc, ça prendrait, il y en a déjà beaucoup, là, mais ça prendrait des blessures extraordinaires aux Dodgers, selon moi, pour que les Padres s'en sortent. J'ai peut-être une partie de solution, moi. Aller chercher une coupe de lanceurs qui lance à l'intérieur.
Ça pourrait peut-être régler le problème. Mais ça en prend plusieurs parce qu'ils se font expulser après. Exact. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Sébastien. Il y a un syndrome à San Diego qui fait que tu essaies de battre le grand frère, mais le grand frère, si toi tu grandis, ton grand frère grandit aussi. Fait que, c'est un effet d'entraînement qui fait que ça va être difficile pour les Padres de rivaliser et de battre les Dodgers, connaissant les Dodgers et leurs multiples possibilités. Puis surtout qu'on s'attend à ce qu'on diminue la masse salariale dans les prochaines années à San Diego. Ouais. Donc, tu sais, je ne vois pas comment on va réussir à battre ce monstre-là. Mais on va continuer d'espérer qu'à chaque fois qu'on affronte les Dodgers, ce soit notre série mondiale. Même si on perd, que le stade soit plein, bondé, que les partisans soient un peu fous, puis qu'on se dise, ben au moins, on aura essayé. Ils vont dire à Manny Machado là, je sais pas, au badge des étoiles, là, de lancer des balles un peu croches au premier sur Freddie Freeman. Il est capable, de toute façon, de blesser des gars. Il a mis fin à la carrière de Pedroia, puis il n'a pas fait un pli. C'est la différence. Il est capable d'en sortir. Il est peut-être rendu trop mature pour ça, mais je pense qu'au fond de lui, il est capable de gratter un peu. Puis... D'après moi, point de vue maturité, ça s'est pas beaucoup amélioré. Si on regarde les événements de cette année, là, on a le bon vieux Manny Machado. La maturité est là, c'est le jugement qui est moins. Ouais, peut-être. Ouais, ça vient en option des fois. Exact. Il faut encore trouver la boîte. C'est ça. Pascal, on a une question de Jean-Michel. Il a dit Kevin Biggio dans le 3 chez les Royals à Omaha, au deuxième rang des frappeurs, donne de très bonnes performances. Sachant que Jonathan India connaît une saison moyenne, surtout pour le nombre de présences sur les buts et que Bobby Witt Jr. n'a pas assez de courage sur les buts, est-ce qu'il pourrait avoir une nouvelle chance avec eux? Je ne sais pas ce que tu en penses, Pascal, mais si Kevin Biggio fait partie de ta solution, c'est que ça te prend une plus grande solution. Ben, c'est que ça ne va pas bien. Les Royals ne vont pas bien tout court. Hein. C'est vraiment une grosse déception comparativement à ce qu'ils ont connu l'année passée, là, où ils ont fait les séries puis ils ont quand même bien paru. Ouais. Tout allait bien à Kansas City l'année passée. Hein. Tout fonctionnait bien. Ouais. Est-ce que Kevin Biggio peut être une solution? Comme tu le dis, Charles, si on a besoin de Kevin Biggio, je pense que ça va pas bien, puis tu es en recherche désespérée de solutions. Fait que, je ne penserais pas. Ça va tout simplement mal à Kansas City cette année. Le momentum n'est pas là. Les joueurs qui ont fait une différence l'an passé ne la font plus cette année. Puis Bobby Witt Jr., il peut pas tout faire seul dans cette équipe-là. Non. C'est impossible. Il y a des lanceurs partants qui ont lancé au-dessus de leur tête l'année passée. Ça ne se reproduit pas cette année. Fait que, les ingrédients sont encore là. La soupe doit goûter sensiblement la même chose. C'est juste que les gens ont plus l'impression qu'elle est encore bonne, cette soupe-là. Ouais, il manque un peu de sel, puis je pense pas que c'est le sel Kevin Biggio que ça prend pour pimenter un petit peu. Non, mais Kevin Biggio n'aura jamais été le sel pour personne, finalement. Je pense qu'il a plus une allure de poivre que de sel. C'est plate, là. Connaissant la carrière que son père a eue, mais c'est son fils. Oui, exact. Mais le sel, il est peut-être à Cincinnati. On avait un trio de lanceurs extraordinaire. On a fait une transaction pour aller chercher le Jonathan India qu'on a mentionné. Justement. Oui, mais qu'est-ce qui faisait la différence l'an dernier pour les Royals? On ne frappait pas beaucoup plus l'an dernier là, chez les Royals. Et nos lanceurs faisaient le travail. On remportait des matchs serrés à bas pointage. On échange un de nos meilleurs lanceurs. Je pense que ça a vraiment fait mal aux Royals. Tu as raison. J'avais mis des doutes au moment où il y avait des rumeurs de transactions, puis finalement, ça s'est concrétisé. Parce que c'est beau sur papier, tout le monde règle ses besoins, mais échanger un lanceur contre un frappeur, un lanceur partant contre un frappeur, ça se peut que tu t'en mordes les doigts, puis ça s'en prend tellement des lanceurs. Ça existe pas une rotation. Ça n'existe pas une rotation de partant qui ne se blesse pas. Une rotation de partant où tes 5 lanceurs performent mieux que l'année d'avant, surtout dans le cas des Royals où il y avait eu quelques surprises, là, comme tu l'as dit, Pascal. Donc, non, c'est vrai que ça peut être un aspect, en effet, Sébastien, qui peut peser dans la balance. Puis on regarde les Reds à l'inverse, qui vont pas mal. Là. Ça va mieux que l'an dernier, justement, en partie en raison de notre corps de lanceur. C'est vrai. Question de Matt que je te soumets, Sébastien. Est-ce que la perte de Garrett Cole commence à faire mal? Car Max Fried semble ralentir un peu. On a vu aussi Warren là, qui a donné 7 points en un tiers de manche là, en début de match. Là, son attaque a l'air de le sauver là, parce que ça a l'air d'être, je ne sais pas si c'est encore 8-6, mais ça l'était tantôt. Tu perds un Garrett Cole en général, tu peux t'en sortir à court terme. Il y a des gars qui peuvent le remplacer à court terme. À long terme,
t'as pas lui, Louis Hill n'a pas lancé un tir cette année. C'est sûr, c'est tough. Exactement. Première partie de la question, est-ce que la perte de Garrett Cole fait mal? Certainement. Est-ce que Max Fried ralentit? Je n'irai pas jusque-là. C'est sûr qu'à un moment ou à un autre dans la saison, il va connaître un mauvais départ, mais d'avoir à chaque soir que tu es sur la butte, cette pression-là que les Yankees doivent gagner parce que le reste de la rotation, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Ça va faire mal rendu au mois d'août. Heureusement, Louis Hill va revenir, mais dans quel état, on n'en a aucune idée. Il va lancer combien de manches? On ne le sait pas. Donc oui, la perte de Garrett Cole fait mal. Celle de Louis Hill aussi, parce que, imaginez-vous une rotation où Garrett Cole est présent, Max Fried est ton deuxième lanceur dans cette rotation-là. Carlos Rodon est probablement le troisième. Louis Hill le quatrième. Clark Schmidt le cinquième. Il n'y a pas beaucoup de trous dans cette rotation-là. Stroman, il est où dans ton scénario? Il est chez eux, assis dans son divan, puis il regarde la télévision. Je comprends. D'accord? Donc, tu sais, puis Will Warren n'est pas dans cette rotation-là. C'est un jeune qu'un soir, si sa balle à effet fonctionne, il peut retirer 13 frappeurs sur des prises. Mais un soir comme ce soir, mais toutes les balles se retrouvent de l'autre côté de la clôture, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, il ne doit pas être dans cette rotation-là, pas en ce moment. Donc, les pertes de ces lanceurs-là, ça fait mal. Il va probablement falloir aller chercher un bras à la date limite des transactions. Sébastien, je t'en repose une autre sur les Yankees. Patrick Boivin nous demande, êtes-vous déçu du début de saison de Jason Dominguez? Non, parce que on parlait des Jays tantôt d'Addison Barger qui ne jouait pas à tous les soirs. C'est la même chose avec Jason Dominguez. Le fait que Trent Grisham soit dans l'alignement fait que Dominguez ne joue pas tous les soirs. C'est difficile pour un joueur de ne pas jouer à tous les jours. Encore plus pour un jeune joueur qui n'est pas capable de prendre ses aises, qui n'est pas capable de prendre son rythme. Donc, oui, c'est peut-être décevant par rapport aux attentes, mais si Jason Dominguez jouait à tous les soirs au champ gauche avec les Yankees, je suis convaincu qu'il y aurait des meilleures statistiques. S'il était mieux protégé dans l'alignement aussi, ce gars-là est un des coureurs les plus rapides du baseball majeur. On n'a pas de premier frappeur à New York. Pourquoi on ne l'essaye pas? T'sais? Oui, c'est une pression indue sur un jeune, mais pourquoi ne pas lui donner cette chance-là? Et là, on a monté Barger dans le haut de l'alignement sans fonctionner. On pourrait monter Dominguez. Seule chose, il faut qu'il joue à tous les soirs. Si tu le mets seulement contre d'un côté, parce que c'est un frappeur ambidex, mais il frappe mieux de la gauche, si tu le mets seulement un soir sur deux, ça ne fonctionne pas. Il y a un autre élément aussi. Je pense que d'être un jeune joueur qui joue à New York ou à Los Angeles ou dans un grand marché, ça te prend quelque chose de plus qu'un jeune joueur qui va débuter sa carrière avec les Angels ou avec les Royals ou peu importe, parce que tu as la pression médiatique, tu as les attentes qui sont mises en toi. Tu veux pas, tu as le rendement de l'équipe aussi parce que tu joues pour une grande équipe. Tu ne veux pas nuire à cette équipe-là de par tes performances. Puis en plus, quand tu ne joues pas tous les soirs, ben, ça te joue entre les deux oreilles. Fait que faut pas sous-estimer l'endroit où tu joues. Puis Dominguez, ben, il joue à New York. Fait que c'est pas l'endroit le plus facile pour débuter une carrière, disons. Non, tu as raison. Puis les attentes ont toujours été élevées. Là. Je veux dire, il était appelé le Martien. À quel joueur il était comparé, Sébastien? C'était-tu un mélange de Ted Williams, puis de Babe Ruth, puis de Hank Aaron? J'exagère, mais. Ça n'avait pas rapport, là, mais. Non, mais à qui il était comparé pour vrai? Je ne m'en rappelle pas exactement, mais il était comparé à des grands joueurs. Là. Oui, c'est ça. C'était tout le temps à des élans violents. On le sait, quand il est arrivé dans le baseball majeur, un long circuit. Donc, oui, les attentes étaient élevées. Par contre, si tu ne lui donnes pas les éléments en place pour performer, c'est difficile de le blâmer par la suite. Pour ma part, je suis beaucoup plus déçu d'Anthony Volpe, qui lui aussi avait de grandes attentes, qui joue tous les jours. Tu veux-tu lire la question? Ben oui, Matt qui nous demande est-ce que l'attitude d'Anthony Volpe est un peu lâche, son jeu défensif est faible et au bâton, il n'est pas capable de faire avancer les joueurs sur les sentiers. Et voilà. Tu sais, le baseball IQ d'Anthony Volpe n'est pas à la hauteur. Ça ne fonctionne pas. Sur les sentiers, ce n'est pas un bon coureur. À l'arrêt-court, ne fait pas les bons jeux. Au bâton, se fait déjouer, là, mais déjouer par la balle rapide. Donc, pour moi, Anthony Volpe est beaucoup plus décevant qu'un Jason Dominguez qui n'a pas présentement tous les éléments en place pour performer. Quand on va le faire jouer à tous les jours, quand on va le monter dans l'alignement offensif, s'il ne performe pas, là, on va pouvoir s'inquiéter. Pour le moment, c'est Volpe qui est plus décevant. Puis, tu sais, Pascal, c'est un cas spécial, Volpe, parce que les Yankees ont passé tellement de temps à croire en lui puis à dire c'est lui qui va être le prochain Jeter, c'est lui. Puis
quantité industrielle de joueurs autonomes à l'arrêt-court, des joueurs vedettes qui cognaient à la porte des Yankees. On disait non parce qu'on a Volpe qui va faire le travail. Peut-être que ça lui joue dans la tête aussi. Tu parlais de la pression de commencer à New York. Tu commences à New York, c'est un choix de première ronde, si je ne me trompe pas. Les attentes ont toujours été élevées. Ah, il faut que tu remplaces Jeter, puis on n'a pas signé Correa, puis on n'a pas signé Seager pour toi. Fait que, performe. Non, c'est sûr que ça te joue entre les deux oreilles. Puis peut-être que Volpe jouera ailleurs, puis il y aura un rendement supérieur. On le voit avec Gleyber Torres, là, ce qui se passe à Détroit. C'est sûr qu'à Détroit, tout est magique en ce moment, là. Mais disons qu'il y a pas mal moins de pression qu'il y en avait à New York. Volpe jouera ailleurs, peut-être que ses statistiques augmenteraient, mais tu le dis, Sébastien, le baseball IQ, il n'est pas là. Tu te fais échanger, là. Tu ne deviens pas un meilleur joueur de baseball parce que tu te fais échanger. C'est juste que tu es dans une équipe où tu as moins de pression, où tu vas peut-être plus pouvoir te mettre en valeur. Mais quand tu joues dans un environnement comme New York, à côté d'Aaron Judge et d'autres grands noms comme ça, Giancarlo Stanton, ben, tu dois te sentir petit physiquement, oui, mais tu dois quand même te sentir petit par rapport à des géants comme ça, de dire « Wow, OK ». Puis en plus, tu te fais comparer à des joueurs comme Derek Jeter qui est un être à part là, dans l'histoire des Yankees. Fait que tu mets tout ça ensemble puis tu te dis c'est pas normal qu'il ne performe pas à la hauteur de ce on s'attendait de lui, mais n'empêche qu'il y a peut-être quelques excuses à sa portée. Ben, tu sais, les gars, les deux, vous avez parlé de baseball IQ. Là. Si les derniers jours nous ont appris quelque chose dans le monde du hockey, c'est qu'on peut l'échanger à Saint-Louis. C'est en train de prédire quelque chose? Non. Les Yankees ont besoin d'un troisième but là, contre Arenado. Let's go. Lance ça dans l'univers. On se fait du fun. On n'est pas obligé d'être sérieux toujours. Non, mais là, après ça, on met quel arrêt-court? Peu importe. Peu importe, Aaron Judge. Josh Chisholm, tiens. Oui, c'est ça. Il aime ça chialer sur sa position, donne une raison. Finalement, DJ LeMahieu, dans tout ça, va demeurer dans le line-up. Là. C'est magique. C'est magique. Peu importe. Hey, DJ LeMahieu à l'arrêt-court. Ça serait le fun. Oui. Ben, pour tout le monde, sauf les partisans des Yankees. Ouais, sûrement. Messieurs, ça fait le tour des questions qu'on avait. Merci beaucoup d'avoir été là. Pascal, toujours un plaisir de t'avoir au podcast. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité encore une fois. C'est toujours un plaisir. Ça fait plaisir. On répétera l'expérience avec grand plaisir. Merci à tout le monde qui nous a écoutés en live sur Facebook, Twitter, YouTube les mercredis à 20h. C'est toujours un plaisir de partager là, nos connaissances baseball avec vous. Évidemment, si vous voulez du sérieux, arrêtez peut-être 1 minute et demie avant la fin de l'épisode d'aujourd'hui, mais c'est toujours un plaisir justement de voir l'interaction qu'il y a avec tout le monde. Puis Sébastien, ceux qui veulent nous écouter dans un format de podcast plus traditionnel, qui n'ont pas nécessairement le temps les mercredis à 20h de s'arrêter, de venir nous poser des questions, c'est possible aussi de le faire. Oui, certainement. Sur les 3 plateformes où on est présentement en live, sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur notre site web, où il y a également toute l'actualité du baseball majeur. On se rapproche du match des étoiles, du repêchage, de la date limite des transactions, fait qu'il va y avoir beaucoup d'actions. Puis tout va être présent sur notre site web, passionmlb.com. Sébastien, merci beaucoup à toi aussi d'avoir été là cette semaine. C'est tout pour nous aujourd'hui. Donc, on vous dit à la semaine prochaine et on vous souhaite une excellente semaine de baseball.